Marie-Laure Dufresne-Castet, bonjour. Merci de nous recevoir dans ton cabinet une nouvelle fois. Cette fois-ci, nous te rencontrons pour parler de PSA et du plan dit social, de l'action qui est menée par les syndicats et du rôle qui jouent les uns et les autres. J'aimerais tout d'abord que tu nous resitues, si possible, l'objet de l'action en cours actuellement dans cette affaire. Alors, moi aussi, bonjour. Et merci à vous de faire connaître un peu ce qui se passe à PSA. C'est important. C'est important de rompre un peu le discours univoque que nous entendons de toutes parts. Alors, cette action, pourquoi ? Pourquoi faire ? D'abord, quel est son objet ? Son objet consiste à demander au juge de constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi PSA. Alors, ce sont les termes juridiques. Je crois que les termes juridiques sont faibles au regard de ce qu'est le plan de sauvegarde de l'emploi PSA. À l'étude, j'ai été impressionnée. J'ai étudié beaucoup de plans de sauvegarde de l'emploi, qui ne sauvegardent pas grand-chose en règle générale, mais celui-ci en particulier. PSA a annoncé 8000 suppressions d'emplois, cela a fait du bruit. Mais à l'étude du plan, nous nous sommes aperçus que ce sont 11 000 suppressions d'emplois. Oui, c'est ce qu'avait annoncé Jean-Pierre Mercier assez rapidement d'ailleurs, et puis la presse a peu relayé finalement cette... Peu relayé, 3 000 de plus. Ça ne paraît peut-être pas grand-chose pour ceux qui ne sont pas concernés, c'est énorme, c'est énorme. 11 000 personnes mises à la rue, c'est énorme. Je dis bien mises à la rue parce qu'un véritable plan de sauvegarde de l'emploi permettrait de faire en sorte que parmi ces personnes, un grand nombre retrouvent un emploi. Au demeurant, M. Varin avait dit ce sera un plan 0 personne à Pôle emploi. Exact. Tous ces effets d'annonce ne peuvent masquer la réalité de ce plan. La réalité de ce plan, quelle est-elle ? Elle est son insuffisance. Et je le répète, insuffisance, mais enfin, on devrait dire absence. Pas absence de plan de restructuration, il y a. Suppression, il y a. Mais nous le savons tous, lorsqu'il y a un plan de sauvegarde de l'emploi, il doit exister un plan de reclassement. Et chez PSA, on a été originaux cette fois-ci. C'est un plan inédit. C'est un plan en 2 parties. C'est la première fois que je vois un plan en 2 parties. Il y a un plan qui concerne le NRM, avec une première phase de volontariat et une seconde phase dans laquelle il y aura des licenciements. On annonce des licenciements. Et il y a un autre plan concomitant pour la même cause, mettant en œuvre la même décision, qui est un plan dit de départ volontaire et qui concerne l'ensemble de l'entreprise. En réalité, nous soutenons qu'il n'existe qu'un seul et unique plan. Je ne vois pas comment, à partir d'une seule décision, il peut exister 2 plans de sauvegarde de l'emploi. Une seule décision, une seule entreprise, une seule décision, une seule réorganisation, qui concerne la globalité de l'entreprise, mais des plans qu'on ajoute les uns aux autres en configurant à son gré, en fonction des desiderata de l'employeur. Cette espèce de saucissonnage est une technique pour dissimuler la réalité de la situation et pour affaiblir le contenu du plan. Alors, le contenu, quel est-il ? Le contenu du plan, bien c'est rien. Voilà. Vous allez me trouver un peu radical, mais lorsqu'on a un plan de sauvegarde de l'emploi dans lequel on vous dit que pour les reclassements internes ou externes, eh bien, toutes les mesures sont conditionnées par le fait que le salarié soit admis comme candidat à ces mesures et qu'ensuite on valide la possibilité qu'il bénéficie de ces mesures. Alors, je vais oublier qu'il existe quand même un droit du licenciement collectif économique. Peut-être pas pour très longtemps, mais il existe encore. Un droit qui donne quelques garanties aux salariés, notamment en matière de reclassement, puisque l'idée de départ, c'est de maintenir l'emploi. On sait bien que Peugeot n'a que faire de maintenir l'emploi, ce n'est pas son souci. Mais il existe quand même des principes en la matière. Eh bien, ces principes sont totalement
oublié dans le plan de Peugeot. Totalement oublié, puisque, je vous le disais à l'instant, il y a une structure centrale et des structures décentralisées par lesquelles le salarié doit passer comme par un filtre pour bénéficier des mesures. Vous êtes candidat aux mesures. Ce ne sont pas des mesures de reclassement. Je crois que la structure du plan elle-même invalide ce plan. C'est ce que nous sommes allés dire au tribunal. Par ailleurs, sur le terrain des reclassements externes, alors là, Peugeot se moque du monde. C'est un simulacre. On nous dit que dans le cadre de la réindustrialisation, des entreprises à 2 ou 3 ans vont peut-être s'installer là où on va enlever les usines Peugeot. Ouais. Peut-être s'installer, et là les salariés pourront peut-être candidater, et quand ils seront postulés, ça sera plus joli que candidater, quand ils auront postulé, eh bien l'entreprise le dit elle-même dans les journaux, décidera si elle les prend ou si elle ne les prend pas. Aucun poste n'est gelé au sein de ces entreprises, comme c'est exigé par la loi et la jurisprudence. Aucun poste n'est gelé. Non, l'entreprise fera son marché. Oui, c'est ça. En fait, c'est un marché de l'emploi privé, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est Pôle emploi bis. Voilà. Voilà, en quelque sorte. C'est pas du reclassement, c'est des candidatures à une offre d'emploi. Les gens vont pouvoir aller chercher un emploi. Mais il y a une mesure extraordinaire. Ils l'ont vantée devant le tribunal et je ne sais pas comment ils osent faire cela. Ils l'ont vantée parce que cette mesure consiste à permettre aux salariés de prendre un congé sans solde pour, pendant ce congé sans solde, chercher un emploi. Ça s'appelle de l'auto-reclassement. Tout à fait. Alors, les mesures de reclassement, ce sont des engagements de l'employeur selon la jurisprudence. Il n'y a aucun engagement de la société Peugeot. Aucun engagement. C'est ce que l'avocat général Lioncan a appelé une coquille vide. Un catalogue de vagues intentions. Voilà ce qui est ce plan. Et voilà ce que nous sommes allés demander au tribunal de constater. Nous lui avons demandé de suspendre tout ce qui concerne ce plan. Alors, donc je précise une chose, je ne sais pas si on l'a précisé au début. Donc, dans ce dossier, toi, tu interviens en tant qu'avocat de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire en 2 mots pourquoi c'est la fédération qui intervient? Oui. La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT est évidemment intéressée à cette affaire, puisque c'est la fédération concernée par les salariés de l'automobile, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous avons fait ce choix, enfin ce n'est pas moi qui l'ai fait au demeurant, ce sont les syndicats qui l'ont fait, parce que c'est précisément, comme le dit son nom, fédérateur. C'est précisément fédérateur, et nous voulions souligner qu'il existe une CGT. Qu'il existe une CGT et une CGT qui se bat. Il existe aujourd'hui peu de syndicats qui se battent. Et la CGT continue à se battre et continuera à se battre. Elle se bat pour l'emploi et elle se bat pour que les salariés conservent leur dignité. Et la fédération a tenu à être présente, bien évidemment, mais l'ensemble des syndicats, on sait bien comment sont construites les fédérations, c'est une union de syndicats. L'ensemble des syndicats qui sont dans cette fédération sont concernés par le combat qui est mené. Et cela démontre une solidarité totale de l'ensemble de la CGT autour du sort des salariés de PSA. D'accord, donc en plus il y a vraiment un aspect de légitimité qui est très important dans ce dossier, très fort. Voilà, on a voulu que ce soit véritablement un combat unitaire de la CGT, une indivisible en quelque sorte, si je puis dire, qui regroupe tous les syndicats de la CGT et qui donc porte cette action de manière forte et légitime comme un symbole en quelque sorte. Oui. Comme un symbole et comme une réalité. Et comme une réalité, oui, véritablement. D'accord. Qu'est-ce que l'on peut retirer concrètement de cette action? Et puis, quel est le rôle des syndicats? Alors, je pense que tu préciseras peut-être sur cette question, quel syndicat, voilà. Quel est le rôle des syndicats dans ce type de situation? Alors, ce qu'on peut retirer concrètement, ce que peuvent retirer les salariés concrètement de cette action. Je voudrais souligner à nouveau à quel point je suis mandatée par la fédération, mais je suis mandatée par les salariés. Tout à fait. Ce sont les salariés. Et nous avions à Aulnay une pétition avec plus de 1000 signatures des salariés d'Aulnay.
Ce sont les salariés qui sont contre ce plan. Et c'est bien compréhensible, ce sont eux qui le subissent. Contrairement à ce qu'on dit à la radio et à la télé toute la journée. Donc, mais bien sûr, on nous raconte à la radio et à la télévision que les salariés sont ravis de perdre leur emploi et qu'ils sont ravis de se retrouver dans la misère. Il faut être journaliste de radio et de télévision pour oser dire des choses pareilles, ou être homme politique de certains bords. Mais bien évidemment, les salariés sont terrorisés à l'idée de perdre leur emploi. Et quelquefois, ils se résignent, quelquefois, ils ne bougent plus. Ils ne bougent plus, terrassés par cette peur, bien sûr. Et on peut les comprendre, même si on le regrette. Parce que s'ils se battaient, peut-être, tous, cela serait-il plus facile. Mais les salariés étaient touchés par cette position de la fédération, dans leur ensemble. Et c'est très important. C'est très important. C'est très important qu'un grand syndicat comme la CGT, qui est quand même le premier syndicat en nombre en France, qu'un grand syndicat comme la CGT soit aussi engagé dans ce type d'action.